Merci. C'est un immense honneur et un plaisir de pouvoir être ici parmi vous pour présenter cette revue de la littérature qui s'intéresse à comment on peut améliorer la prise en charge des personnes sans chez soi en soins primaires. Et donc c'est un travail qui a été publié dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health dans un numéro spécial sur les personnes sans chez soi. Et quelque part, finalement, mon premier article dans le BMJ Open m'a, entre guillemets, aidé puisque j'avais été invitée à publier dans ce numéro spécial. Pour la petite histoire, au départ, je n'avais pas vu le mail, puisqu'on reçoit des fois pas mal de mails d'invitation, de revues plus ou moins discutables. Et j'ai eu la chance d'ouvrir le second mail de relance et j'ai vu le nom de Pierre Chauvin comme éditeur de ce numéro spécial qui est un chercheur beaucoup en sciences sociales dont j'ai beaucoup de références à son nom dans mes travaux. Donc je me suis dit, ah oui, effectivement, à considérer. C'est ce qui m'a donné aussi un coup de pied pour terminer ce travail et qui a permis d'aboutir à cette publication. Donc, tout d'abord, nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer, si ce n'est le fait que j'ai un exercice particulièrement confronté au quotidien, à la grande précarité et à l'absence de chez soi. Et pour la petite histoire, là, ici, on a les deux grands foyers d'hébergement d'urgence sur Marseille. Et celui qui est en bas, au bout de la rue, se trouve mon cabinet. Donc, pour revenir sur le concept d'absence de chez soi, c'est un concept qui a été défini au niveau européen avec une catégorisation qui a permis d'uniformiser les définitions. Parce qu'avant, certains parlaient de sans-abri, de sans domicile fixe. Maintenant, on a une définition uniformisée qui permet de parler ensemble et d'avoir des termes communs. Cette définition regroupe 4 grandes catégories. Les personnes en logement précaire ou les personnes en logement inadéquat. Ces 2 grandes catégories regroupent par exemple les logements surpeuplés, les logements indignes, les personnes qui sont à risque d'exclusion ou les structures non conventionnelles, comme les mobil-homes par exemple. On retrouve ensuite la catégorie des personnes sans logement, qui regroupe par exemple les personnes qui vont être hébergées dans des foyers d'hébergement à plus long terme ou chez des amis. Et enfin, ce qui reflète l'extrême exclusion, les personnes sans abri, qui sont les personnes qui vivent dans la rue ou dans des hébergements d'urgence. L'absence de chez soi, ça représente 4 millions de personnes par an en Europe. Et en France, on estime environ que 900 000 personnes sont sans logement personnel. Alors, c'est une problématique importante parce que les personnes sans chez soi ont un état de santé dégradé, avec plus de pathologies chroniques, et en particulier une prévalence importante des troubles de la santé mentale qui peut dépasser 60% dans l'extrême exclusion, auxquels s'associent des besoins de soins complexes avec intrigation de problématiques sociales, psychologiques et médicales. Parallèlement à ça, ce sont des personnes qui rencontrent de nombreuses difficultés d'accès aux soins, qu'elles soient financières, qu'elles soient dans les expériences négatives qu'elles ont reçues, ou aussi dans les autres priorités de la vie qui amènent à ne pas recourir aux soins à ce moment-là, et qui s'ancrent souvent dans des itinéraires de soins inadaptés. Par exemple, sur Marseille, une étude a montré que lorsque les personnes sans chez soi ressentaient un problème de santé, le recours aux médecins généralistes était seulement la 5e solution de recours, après ne rien faire, consulter dans des structures d'urgence, ou alors, par exemple, consulter auprès d'un accompagnant d'une structure d'hébergement. Donc là-dessus, on s'est demandé comment on peut améliorer la prise en charge des personnes sans chez soi. Alors il y a déjà plusieurs revues de la littérature de qualité qui ont été faites sur ces questions, sur les interventions pour améliorer la santé des personnes sans chez soi. Mais finalement, elles incluaient uniquement des études de haut niveau de preuve, donc au final, elles incluaient très peu d'études relatives aux interventions, aux organisations en soins primaires, parce qu'en réalité, il y en a peu de haut niveau de preuve, et souvent, elles concluaient plus sur d'autres types d'interventions, par exemple les interventions sociales ou le relogement. Donc nous, dans ce travail, on a voulu reprendre les études qui décrivaient les prises en charge des personnes sans chez soi en soins primaires et décrire de ces études les principales caractéristiques des programmes de soins primaires qui prennent en charge les personnes sans chez soi. Secondairement, on souhaitait tenter d'identifier quelles caractéristiques étaient pertinentes pour améliorer la prise en charge des personnes sans chez soi. Pour répondre à ça, on a fait une revue de la littérature qui a inclus des articles publiés entre janvier 2012 et décembre 2016, en suivant les critères Prisma. Nous avons inclus des articles qui décrivaient et qui évaluaient à minima, vous le verrez après, donc on n'exigeait pas des méthodes d'évaluation de très haut niveau de preuve, des programmes en soins primaires pour les personnes sans chez soi.
On a secondairement gradé les niveaux de preuve en utilisant le grade de l'US Preventive Service Task Force, qui est l'équivalent de la HAS américaine. Et une fois les études incluses, on a tout d'abord décrit les grandes caractéristiques des programmes en tentant de les catégoriser. Et secondairement, on a cherché à réidentifier quels étaient les effets positifs ou négatifs des différents programmes ou de leurs composantes. On a scindé en effets positifs et négatifs lorsqu'ils étaient statistiquement significatifs avec des études de niveau de preuve suffisant et des effets qui semblaient positifs ou négatifs lorsqu'il n'y avait pas de test ou que les niveaux de preuve étaient trop insuffisants. Alors voici les résultats. Donc, tout d'abord, la première recherche sur les différentes bases de données Medline, PsycInfo, Cochrane et Kern, ainsi que dans la littérature grise, nous a amené à retrouver 706 références. De ces références, après lecture, exclusion au niveau des titres et abstracts avec 2 chercheurs, nous avons ensuite évalué 126 articles sur les textes complets et nous en avons exclu la majorité, 107, en particulier soit parce qu'il n'y avait pas d'évaluation, parce que la description était insuffisante, ou alors parce que les soins primaires n'étaient pas concernés, ou parce que dans les critères de jugement, les critères sur les personnes sans chez soi n'apparaissaient pas. Au final, l'étude a inclus 19 articles. Les études étaient de niveau de preuve assez disparates et finalement plutôt faibles, allant de 2 à 3, le niveau de preuve 3 étant les études qualitatives par exemple ou les opinions d'experts. Les principales études se trouvaient aux USA ou au Canada, 2 études en Angleterre et une étude au Bangladesh. Au final, quelles sont les composantes qu'on retrouvait dans ces programmes? On retrouvait tout d'abord souvent des organisations avec des équipes pluridisciplinaires et l'intégration de soins de santé, c'est-à-dire une coordination renforcée entre les équipes. Quand on ajoutait ces deux éléments, on retrouvait 13 articles sur 19 qui abordaient ces thématiques. Plus qu'un travail pluridisciplinaire et intégré, dans 7 articles, les programmes proposaient plusieurs types de services, santé physique, santé mentale, services sociaux ou mise à disposition de besoins de première nécessité sur le même lieu. Concernant les modèles de soins, l'approche entrée-patient, l'investissement dans la santé communautaire, le care management, c'est-à-dire un accompagnement renforcé dans la gestion des soins des patients, étaient privilégiés. Et ces trois approches concernaient 16 des 19 articles. Enfin, dans 12 articles, on retrouvait des méthodes actives pour favoriser l'accès aux soins, comme le fait d'aller vers, de s'inscrire dans la communauté, d'aller chercher les patients, de développer des structures d'accès bas seuil, sans rendez-vous par exemple, ou d'avoir une atmosphère chaleureuse. Concernant les caractéristiques qu'on a pu distinguer comme étant les plus efficientes potentiellement pour améliorer la prise en charge des personnes sans chez soi, on retrouvait que lorsque les structures restaient spécialisées dans la précarité, ou alors qu'elles proposaient une ambiance chaleureuse ou qu'elles délivraient des besoins de base sur site, l'expérience des soins et la satisfaction des patients apparaissaient meilleures. Une autre étude a montré que dans les structures qui faisaient intervenir des infirmières cliniciennes, qui évaluaient les statuts relatifs au logement, qui proposaient justement des services sociaux, des besoins de base, ou qui s'engageaient vers la communauté, alors les patients, après 6 mois, avaient moins de recours aux urgences et moins d'hospitalisation. Enfin, dans une autre étude qui a comparé plusieurs systèmes, plusieurs types d'interventions avec ou sans accompagnement physique, systématiquement, l'accompagnement physique, seul ou associé aux autres types d'interventions, montrait une amélioration de l'accès aux soins, alors que les autres types d'interventions, comme l'évaluation à la base ou les interventions brèves, ne montraient pas cet effet-là. Alors, la plupart des programmes avaient globalement des effets positifs, mais on a pu relever certaines limites qui étaient majoritairement des effets entre guillemets négatifs ou des limites qui n'étaient pas vraiment significatifs. En particulier, l'accessibilité des services était limitée avec souvent un questionnement sur le nombre de personnel disponible, la géographie, la connaissance du service. Dans certaines études, le recours aux urgences restait supérieur à celui de la population générale. La question de la continuité des soins était aussi posée avec des difficultés qui persistaient dans des études pour ces patients pour s'ancrer dans des parcours de soins. Et enfin, dans une étude, les analyses qualitatives ont mis en évidence des difficultés des équipes à développer le travail pluridisciplinaire. Concernant les forces et les limites de ce travail, on peut dire que c'est un travail qui voulait vraiment analyser de manière plus compréhensive et en détail les organisations et mieux comprendre
ce qui pourrait apporter des pistes pour plus tard, en tenant compte du fait que dans les études précédentes, justement, on n'avait pas ce détail et on ne sélectionnait que des essais de haut niveau de preuve. Donc on était bien conscient à la fois de la force de comprendre plus en détail ces éléments, mais de la limite que ça apportait, c'est-à-dire que le niveau de preuve des études était souvent assez faible et que, oui, quand on veut analyser des phénomènes complexes comme des organisations, des interventions complexes, forcément aussi, il est difficile de réussir à vraiment isoler les effets d'une composante particulière. Nous n'avons pas pu inclure la base de données M-based, ce qui est une limite quand même notable dans une revue. Bon, nous ne voulions pas non plus faire une revue complètement systématique, quantitative, une méta-analyse, mais si le travail était à refaire, je pense que ce serait intéressant d'inclure cette base. Un des points principaux que je voudrais aborder, c'est cette question entre filières spécialisées et filières non spécialisées de la précarité en soins primaires. Au final, on se rend compte que les filières, dans les structures spécialisées entre guillemets de la précarité, l'expérience de soins est meilleure. Dans la littérature, il a été aussi à ce niveau-là montré que la prise en charge des patients était meilleure. Et donc se pose la question, faut-il ancrer ces patients dans des filières spécialisées ? En réalité, on se rend compte aussi qu'ancrer des gens dans une filière spécialisée de la précarité présente certaines limites qui ont été relevées aussi dans la littérature. D'une part, les ressources des structures spécialisées sont parfois insuffisantes pour répondre aux besoins de soins élevés de ces patients. Et pour certains auteurs, cette prise en charge filiarisée peut causer un sentiment d'humiliation et réduire le recours aux soins de ces patients. Enfin, il a été argumenté qu'une filière parallèle peut renforcer le sentiment d'exclusion des patients sans chez soi et voire même causer une ghettoisation de leurs soins. Alors, les auteurs qui ont formulé ces limites ont proposé un meilleur modèle qui combinerait des soins avec des équipes spécialisées de la précarité et des structures de soins primaires classiques. Et dans un tel modèle, les patients pourraient voir des praticiens habituels, comme tout médecin généraliste par exemple, et ensuite pourraient être réadressés par exemple vers des équipes spécialisées en soutien lors des situations de crise. Dans cette étude, on se rend compte qu'on a très peu de données sur des actions de partenariat entre les structures spécialisées et non spécialisées de la précarité, puisque ça ne représentait que 2 des articles qui étaient inclus dans ce travail. Au final, si on réfléchit à quelle base poser dans une construction d'une organisation pour améliorer la prise en charge des personnes sans chez soi, on peut raisonnablement considérer qu'il faut privilégier des approches pluridisciplinaires, en équipe, en intégrant aussi les infirmières dans les soins, les approches communautaires, prendre en compte les besoins sociaux et les besoins de base de première nécessité de ces patients. Et il reste, je pense, très important d'explorer plus de structures et de publier plus à ces niveaux-là sur des structures non spécialisées, une prise en charge dans le droit commun en médecine générale pour ces patients avec une collaboration renforcée avec des équipes spécialisées. Pour la petite histoire, à Marseille, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec la passe de ville de Médecins du Monde, où ils ont commencé à adresser les patients dès le départ auprès de généralistes de ville, de spécialistes aussi, pharmacie, radiologie. Et on espère bientôt pouvoir mettre en place une évaluation, dont le protocole a déjà été construit, de justement des paramètres de qualité de vie, de parcours de soins de ces patients entre ce nouveau système et en comparant avec une autre ville où il n'y aurait pas ce système de passe de ville. Merci. Alors, on avait 2 questions. La première, c'est vous avez mentionné l'accompagnement physique. On voulait savoir si vous pouviez expliciter ce qu'il y avait derrière la notion d'accompagnement physique. Et la deuxième question, vous avez évoqué les alternatives avec cette idée de travail avec des professionnels spécialisés et non spécialisés. En termes d'organisation des soins, ça correspondrait à quoi ? Alors oui, donc l'accompagnement physique, c'est le fait, par exemple, au départ, d'amener, quand on va rencontrer quelqu'un avec un patient, de l'amener, d'aller avec lui. Alors dans cette étude spécifiquement, donc en anglais ça s'appelait Clinic Orientation, et la spécificité donc par rapport au reste, c'est qu'en plus d'évaluer par exemple à la base le patient, de discuter avec lui de sa situation, de faire éventuellement une intervention brève, dans cette situation-là, le chercheur accompagnait le patient sur le lieu de soins que le patient avait choisi, lui montrer comment ça marchait, lui expliquer les autres solutions de recours et le présenter à l'équipe.
Moi, en pratique, par exemple, dans le système de passe de ville de Médecins du Monde, ce qui va peut-être aussi répondre à l'autre question, donc j'ai commencé à recevoir des patients où ils veulent idéalement accompagner tous les patients. Alors moi, j'en reçois certains parce que j'ai l'habitude qu'ils ne sont pas accompagnés, mais quand ils sont accompagnés, par exemple, ça peut être par une étudiante infirmière, par exemple. Oui, donc ils attendent avec le patient dans la salle d'attente et après ils viennent en consultation avec le patient, ils se présentent, plus ou moins s'il faut, ils sortent. Et parfois, ça peut favoriser le lien et au départ, ça permet d'arriver avec un acteur de confiance. Puis aussi pour le médecin, au début, ça peut favoriser la prise en charge. Par exemple, la dernière patiente, finalement, il a fallu la réorienter à l'hôpital. Ils ont pu charger de prendre rendez-vous pour elle, etc. Et donc, ce travail en collaboration avec des structures spécialisées, par exemple, là, dans ce cas-là, ça peut être une organisation comme ça, ou un médecin de ville qui n'a pas forcément l'habitude. Bien sûr que quand on ne voit pas toute la journée des patients très, très grands précaires avec toute la problématique sociale ou la problématique de l'asile, la problématique de la rupture de soins, ça peut être compliqué. Et en cas de difficulté, de pouvoir solliciter l'équipe un peu plus spécialisée dans ces questions-là, et avec justement moins ce sentiment peut-être d'être trop ancré dans la prise en charge sociale et d'être perdu. Et d'ailleurs, ça répond à une étude que j'avais faite sur le ressenti des médecins généralistes, où ce sentiment parfois de devoir trop s'ancrer dans les prises en charge sociales revenait faire discuter justement le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge, d'où aussi cette question du lien avec les acteurs sociaux. Michel Lévesque, Strasbourg. Votre accès spécialisé ou l'accompagnement physique des personnes sans chez soi, ça me fait penser aux gestionnaires de cas qu'on utilise dans les troubles cognitifs chez les personnes âgées. Est-ce que c'est un peu le modèle ? Oui, alors j'avais justement, je suis preneuse d'informations, j'avais du mal à traduire le terme care management, mais il me semble que care management, c'était cette notion un peu de gestionnaire de cas. Alors ça se rapproche finalement de l'accompagnement physique, je pense que c'est deux notions qui sont complémentaires. Merci Christophe Bercout, merci Maëva pour cette extrêmement intéressante présentation. J'exerce à Dunkerque. À Dunkerque, les sans domicile fixe, du moins les personnes, j'ai bien aimé l'expression personnes sans chez soi, je ne la connaissais pas. Les personnes sans chez soi, on ne connaît pas à Dunkerque, bien entendu, puisqu'on a des migrants, on a des sans domicile fixe, on a des... Bref, c'est très hétérogène, mais je pense que c'est à peu près la même chose sur Marseille, probablement. Le problème qui se pose aux médecins généralistes et qui s'est posé à nous en maison de santé, c'était le problème que tu évoquais si bien de l'implication sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner une personne sans domicile fixe ou une personne sans chez soi s'il n'y a pas un volet social de la prise en charge. Et je pense que le gros problème des médecins généralistes est à ce niveau-là. Nous avons eu la chance de conclure un accord entre la MSP et le service social de la CARSAT, qui nous permet d'avoir une consultation d'assistante sociale au cabinet de soins premiers, et les patients sans domicile qui ne seraient pas allés à la sécurité sociale, qui ne seraient pas allés dans les institutions, mais qui viennent à la MSP, acceptent et voient l'assistante sociale sur place. Et en plus, ça permet de travailler directement en lien entre le médecin généraliste et l'assistante sociale, et ça met de l'huile dans les rouages et ça marche tout de suite beaucoup mieux. Merci. Oui, je pourrais juste dire merci et je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un modèle idéal et qui ressort beaucoup. Et alors à Marseille, c'est aussi finalement, ils gèrent le côté social à Médecins du Monde, par exemple, ça pourrait donner ça, mais idéalement, les liens très proches comme ça, je suis tout à fait d'accord. Bonjour, Tamara, médecin généraliste à Paris et chef de clinique à Paris 7. J'aimerais demander, vous avez trouvé dans la revue de la littérature que en travaillant en collaboration, alors que ce soit en multidisciplinaire ou avec la communauté ou les assistantes sociales, que ça a amélioré la prise en charge. Mais est-ce que dans les articles que vous avez lus, vous avez également trouvé des choses qui vous aidaient au sein de la consultation, des choses qui auraient fait que vous avez changé votre pratique en l'améliorant au niveau de la consultation pour aider les personnes sans chez soi? Alors, dans cette étude, il y avait peu d'éléments au sein de la consultation, c'était très centré organisation et intervention.
Mais je fais en fait d'autres travaux. En fait, cette étude, elle suit des études qualitatives auprès des médecins. Et là, j'ai fait aussi des études qualitatives, cette fois-ci auprès des patients migrants et auprès des patients sans chez soi, et puis peut-être bientôt auprès des patients demandeurs d'asile, qui mettent en évidence quelque part les attentes des uns et des autres, qui permettent de donner des réponses en termes d'adaptation dans la prise en charge, surtout quand on se rend compte de ce que disent les patients et sur leurs attentes qui sont très très relationnelles, très sociales, très aussi ciblées sur se rendre compte dans l'approche centrée patient de leurs besoins de base, de la réalité de leur vie. Donc il y a pas mal d'éléments dans ces études qualitatives. Merci Maëva pour cette présentation et ton implication dans la précarité et les patients sans chez soi. Moi j'ai une question. Comment c'est financé et comment un médecin généraliste qui soigne des patients précaires peut bénéficier de ça, l'accompagnement physique? Comment il fait pour faire rentrer un patient là-dedans et qui paye? Alors, en pratique, le dispositif de passe de ville de Médecins du Monde, c'est financé par plusieurs instances, conseil général, régional, bénévolat, etc. Donc c'est comme ça qu'ils ont les sous et c'est les accompagnants de Médecins du Monde qui viennent. Et dans ce dispositif, même là, les médecins pourront avoir accès à l'interprétariat téléphonique financé par Médecins du Monde via tous ces financements publics. Et le volet recherche, potentiellement aussi, va être financé via un PREPS.